Bonjour à vous les croque-lecteurs. L'interview de Benoît Brouillard a été réellement intéressante et pour une première, Alexis s'est plutôt bien débrouillé. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire une émission digne de la précédente et d'apprécier ensemble plusieurs plats peu ordinaires. Ils seront préparés à base de science-fiction et de fantastique, accompagnés d'une sauce historique. Nous commencerons par Caroline et la voix des oracles, mais qui dit Caroline dit bêtisière, regardez, je prends le pari. S'ensuit pour des brochettes littéraires la série Mirapolis présentée par Mathieu. Et pour finir, Nathan, notre spécialiste sushi, nous présente le manga nommé Démocratia. Caroline, commence par nous présenter ton roman. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau roman. Nous avons rencontré l'auteur au Salon du Livre. Je l'ai moi-même interviewé en lui posant quelques questions. C'est bien sûr La Voix des Oracles de Estelle Faye chez Scrinéo. Pourrais-tu nous faire un résumé de La Voix des Oracles ? La Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ est un empire romain devenu chrétien depuis peu qui dépérit au fur et à mesure des années. Les anciennes croyances sont mises en danger. Les dieux se cachent dans les bois, les montagnes, tout endroit où ils peuvent se terrer. Les devins sont pourchassés par la nouvelle église, tout comme les autres êtres surnaturels. Tia, fille du grand général romain, Gaius Saetor, sait qu'elle est une oracle. Elle a pour don de voir l'avenir. Mais dans la nouvelle Rome, il lui faut cacher son pouvoir. Tous les êtres ayant des dons surnaturels sont dangereux pour l'Empire, ils doivent être tués. Dans la forêt d'Aquitania, le général et son fils Gaius Aidon partent à la chasse aux sangliers avec quelques soldats et le faune qui est le protecteur du général. Gaius Aidon descend de son cheval pour se rafraîchir, n'ayant pas réussi à tuer le sanglier. Soudain, les Pictes arrivent pour tuer Gaius Sertor. Les Pictes sont des pirates de la forêt, mais aussi des hommes sous les ordres de Aidon. Celui-ci les a engagés pour qu'ils tuent le général et qu'ils puissent ensuite prendre sa place. Les Pictes, n'ayant pas réussi leur coup en ne faisant que blesser sévèrement Gaius Sertor, prennent la bourse que leur a promis Aidon en lui donnant une gifle pour que cela passe pour une véritable attaque. De retour au château, Tia apprend que son père et son frère ont été attaqués. Arrivé au chevet de son père, il lui demande de fuir le château et d'aller à Bruges, le seul endroit où elle sera en sécurité. Que doit-elle faire alors que son père et son protecteur sont tombés dans les filets d'assassins engagés par son propre frère? Tia va alors se cacher dans la forêt d'Aquitania. Elle n'a pas le choix, c'est fuir ou mourir. Il faut qu'elle court derrière la seule chance de sauver son père et de sauver son peuple. Donne-nous ton avis sur ce livre dont la couverture est très réussie. J'ai adoré le roman de Estelle Faye intitulé La Voix des Oracles, même si ce n'est pas dans mon habitude de lire des romans du genre historique. En effet, il m'a beaucoup plu, car l'auteur ajoute une dose de fantastique dans une histoire qui se déroule pendant l'Antiquité. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la couverture de ce livre. L'illustration qui représente Tia est l'œuvre d'Aurélien Polis, un illustrateur dont Estelle Faye nous a loué le talent. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec elle, tant ce dessin nous donne le ton sur le livre. Ensuite, l'auteur a su mettre une histoire d'amour dans un roman plein de noirceur. Cette histoire est très troublante. Tia sait qu'elle peut se confier à lui, son amant Enoch, mais celui-ci va se montrer parfois dur envers elle. Même s'il peut être calme et doux, ce personnage est peut-être une clé maîtresse de ce roman. Il donne vraiment du suspense et nous donne envie de savoir si leur histoire d'amour pourra tenir malgré leur aventure. Le livre a deux genres, celui d'historique et celui de fantastique. L'auteur nous fait découvrir la Rome ancienne grâce aux aventures de Tia. Son chemin nous mène dans la Gaule et nous fait découvrir l'Empire romain et ses origines grâce à un vocabulaire très riche. Ce roman n'a pas qu'un aspect historique, il appartient aussi au fantastique. Il faut l'avouer que lire un roman avec du fantastique à l'époque des Romains n'est pas très courant. En effet, ce genre est caractérisé par la présence de personnages surnaturels et du vieux peuple, comme les sorcières, les anciens dieux, le faune et bien sûr plein d'autres personnes aussi fascinantes les unes que les autres. Enfin, Tia, le personnage principal de l'histoire, est une jeune fille très négligée. L'auteur l'a décrit comme une fille simple qui s'adapte à tout. Mais nous découvrons tout au long de l'histoire que Tia se montre très mystérieuse. En effet, pendant son voyage, Tia va faire la rencontre de nombreuses personnes, mais seuls deux d'entre eux seront ses plus proches alliés. Je vous parle bien sûr de Enoch et du faune qui est un personnage surnaturel. Pendant son périple, celle-ci se montre très héroïque et courageuse. Pour elle, c'est le grand saut. Elle, qui a toujours vécu entourée de personnes nobles mais aussi protégée et servie, va se retrouver dans une forêt sombre. Elle fait tout son possible pour sauver les siens et la vie de son père. Pour conclure, je vous recommande ce roman qui a beaucoup de suspense. Personne ne sait si Tia va réussir à aller là où elle le souhaite pour sauver son peuple. J'attends avec impatience le 2e tome. Mathieu, présente-nous la série que tu as sélectionnée pour nous. Coucou les croque-lecteurs, aujourd'hui je vais vous proposer le premier tome de Mirapolis qui s'intitule Les ombres de la cité.
Cette série, éditée par Manière Jeunesse, est écrite par Hélène Montarde et le deuxième tome sortira en février 2015. Mais moi qui voudrais acheter ce livre, il me faudrait un résumé. Nous sommes dans une époque future où une guerre a ravagé le monde et où une poignée de personnes a réussi à survivre et à créer une cité protégée par un bouclier complètement invisible à l'extérieur. Dans une forêt, à l'extérieur de la cité, un homme se réveille. Il est seul. Il a abandonné son compagnon, trop fatigué pour le suivre. Il sort d'un bâtiment, il admire un nénuphar, il l'admire longuement et il se fait avaler par la plante. Bahral, son compagnon, réussit à s'enfuir et à retourner dans la cité. Là-bas, il va rencontrer Liona. Il est à l'article de la mort et va disparaître avant qu'elle n'ait le temps d'aller chercher de l'aide. Angeo, un jeune homme de la cité du bas, éprouve des émotions qu'il ne devrait pas ressentir. En fait, toutes les personnes de la cité du bas sont conditionnées pour vivre une vie dirigée par ceux de la cité du haut, pour éviter toute rébellion. Mais ils sont conditionnés à tel point que même leurs relations sont programmées de leurs amis jusqu'à leur couple. Sauf que Angeo éprouve de la curiosité, ce qui est anormal pour une personne de la cité du bas. À cause de cela, il va enfreindre les règles et passer une porte pour aller dans la cité du haut. Il n'ira pas très loin, mais il trouve une tablette qui l'intrigue et pour la première fois de sa vie, il découvre un sentiment. Peu après, il s'enfuit car il entend du bruit. Pendant cette expérience, il a vu un signe. Mais les signes n'existent pas dans la cité du bas, et il va longuement s'interroger sur sa signification. Il commence à se lasser des salles de jeu et de tout ce qu'on lui propose dans la cité du bas. Il ne pense plus qu'aux signes toute sa journée. Une fois par an, une parade est organisée, une parade où ceux de la cité du haut se montrent à la cité du bas. Bien sûr, ils sont déguisés, car les habitants de la cité du bas croient que ceux qui les gouvernent sont des êtres supérieurs. Mais Angeo voit sur le costume d'une personne le même signe qu'il a vu derrière la porte. Tiens, j'entends la voix d'un croque-lecteur. Il me demande un avis. J'ai beaucoup apprécié Mirapolis de Hélène Montarde. Le point positif de Mirapolis, c'est son univers futuriste. Nous sommes projetés dans le futur, à une époque où tout est contrôlé. Dans cette ville, la vie d'une personne est décidée dès sa naissance et elle est programmée depuis le choix de sa femme jusqu'à sa mort. La cité m'a semblé originale. Elle est divisée en deux parties distinctes. La cité du haut, où les personnes sont programmées pour diriger, et la cité du bas, où les personnes sont programmées pour travailler. Le problème dans cette cité, c'est que les personnes qui y vivent sont conditionnées pour être heureux, mais en réalité, ils ne réfléchissent pas. Leur vie se limite à travailler ou à diriger, pour seule distraction de se rendre dans les salles de jeu pour y jouer. En fait, dans cette cité, personne n'est vraiment heureux, car rien n'est fait naturellement. Passons maintenant aux personnages. Je trouve intéressant le fait qu'Angeo, le personnage principal, fasse partie de la cité du bas. Il n'est pas comme les autres, il éprouve des sentiments, ce qui fait de lui une personne qui a résisté au programme. Il est doué d'émotions. Il est aussi curieux, ce qui va l'amener à chercher ce que le signe qu'il a vu derrière la porte signifie. De plus, d'autres personnages ont un rôle intéressant. Liona, Meriel, Telia et Meiji sont 4 amis issus de la cité du haut et qui sont particuliers. Ils n'ont pas été programmés volontairement. Les membres du Grand Conseil ont décidé de ne pas les formater pour qu'ils soient différents des autres humains de la cité du haut. L'objectif est qu'ils puissent un jour les remplacer. Mais évidemment, ils multiplient les infractions qui remettent en cause leur statut particulier à cause de leur liberté de penser. En conclusion, Mirapolis appartient aux dystopies à la française comme le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva où l'aspect politique semble important dans la critique de notre société. Nathan, je suis sûr que tout le monde désire connaître le manga Démocratia. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Démocratia du mangaka Motaro Mase, publié chez Kazé dans la collection Seinen. Cet auteur a déjà rencontré un très grand succès avec son premier manga, Ikigami Préavis de mort. Pourrais-tu nous le résumer? L'histoire commence par une scène d'un robot en pleine construction. À cet instant, nous découvrons le personnage principal du manga, Taku Maezawa, étudiant en ingénierie, accompagné de son ami Hisashi Iguma, étudiant en robotique. Taku se souvient comment il a imaginé son projet. Il voulait créer un programme basé sur un système de vote et la suggestion. Ainsi, la solution avec le plus de voix serait choisie. Ce jour-là, Hisashi Iguma, qui avait été invité à rejoindre son club de robotique pour une soirée, rencontre Taku qui lui présente son idée. Taku lui demande de développer pour son programme un robot capable d'agir à un système de vote à la majorité. Hisashi accepte de le créer. Une fois le robot assemblé, puis recouvert d'une véritable peau, un programme s'installe sur certains ordinateurs de la population de Tokyo. Seules 3000 personnes, recrutées au hasard, peuvent voter sur un réseau social pour faire agir cet automate, mais toujours en suivant le choix de la majorité. Ce robot serait le réceptacle de l'intelligence et des connaissances de 3000 personnes. La première question est de savoir comment s'appellera le robot
C'est alors qu'on découvre que dans chaque mot que le robot voit est crypté. Une autre version est donnée sur les écrans des participants du projet. Ceux-ci choisissent Fuyutane comme nom. Et pour le robot, qui a une apparence féminine, elle voit Mai Takuguna. Taku explique à Hisashi que s'il y a un problème, le programme s'autodétruira. Peu de temps après, Taku propose à Mai de faire un tour afin de lui montrer le monde extérieur. Toi qui l'as lu, qu'en as-tu pensé? J'ai apprécié Democracia de Motoro Mase, édité chez Kazé. Ce manga m'a semblé très original car le personnage central, qui n'est pas le personnage principal, est un robot, ce qui est rare dans un manga. Mais cela s'explique par le fait qu'il s'agisse d'un seinen, qui met centre l'histoire de nombreuses réflexions. Comme vous l'aurez compris grâce à mon résumé, ce manga appartient au genre de la science-fiction. En effet, l'histoire se passe dans un futur proche. La société semble la même que la nôtre. Ce manga est une critique de la société actuelle, comme c'était déjà le cas dans le précédent manga de cet auteur. En effet, le but est de montrer que si on met quelque chose en place dans notre société, le comportement des gens pourrait poser des problèmes à autrui. Mais aussi la question qui se pose est de savoir si la démocratie est toujours le bon type de gouvernement. Par contre, il est très difficile de s'attacher à un personnage. En effet, ils ne sont pas assez suffisamment décrits. Ainsi, Taku, qui est le personnage principal du manga, est intelligent, car c'est lui qui a inventé le programme informatique du robot. À la fois, son fonctionnement est le logiciel qui permet de contrôler le robot. D'ailleurs, je pense que le robot va être utilisé pour des mauvaises actions, car personne ne surveille les ordres donnés à Mai, sauf Hisashi grâce au chat du logiciel. C'est pour cela que je le trouve un peu idéaliste, car son invention pourrait causer des problèmes. Enfin, je vais parler des dessins qui sont très bien réalisés. En effet, ils sont très détaillés. Chaque vignette a un fond travaillé, ce qui devient de plus en plus rare dans les mangas. D'ailleurs, je trouve que Motoro Mase a réussi à trouver un rendu particulier pour la peau synthétique de Mai. Ceci est très léger, mais je trouve que sa peau est un peu différente des autres. Seul reproche, je trouve que les dessins japonais sont quelque peu stéréotypés. En effet, pratiquement chaque personnage masculin est coiffé d'une coupe au bol. Pour conclure, je vous recommande Democracia, un manga riche en originalité et aux dessins splendides. Une série à suivre à ne pas douter. Et bien voilà, avec la chronique de Nathan, c'est un nouveau numéro de Croque Lecture qui s'achève. Si vous désirez d'autres chroniques, d'autres bêtisiers, rendez-vous sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou notre blog. En effet, la semaine prochaine, pas de nouvelle émission car nous serons tous en vacances. Nous nous retrouvons au début du mois de mars pour une nouvelle interview. A bientôt les Croque Lecteurs! Non mais c'est quand je suis pas à quoi faire avec mes mains, ça... Arrête, mais moi aussi je pourrais pas me concentrer. Hein. Non, faut qu'il arrête. Là. Non, c'est ça? Ah. Ce bal, oui, j'ai fait de feu. Oh mais non. Je me tape en toute seule, merci. Oula. Oula, oui, je vais recommencer. J'ai pas le droit, je me suis déjà tapé la honte une fois et toute ma famille me l'a dit, c'est pas possible.